Aujourd'hui, on parle matos. Je vais vous montrer ma config et vous prodiguer plein de petits conseils pour monter votre premier serveur ou pour upgrader celui que vous avez déjà. Allez, c'est parti. Je vous balance toute ma config d'un coup et comme ça on a une bonne vue d'ensemble. Après, je vais décortiquer composant par composant en visant trois types d'utilisation. La première, le NAS, simple serveur de fichiers. Le deuxième, un serveur plutôt orienté multimédia. Et le troisième, avec des Docker, des VM et tout ça. Ma config tourne sur la plateforme AM4 d'AMD. Parce que à l'époque où j'ai commencé à monter des PC, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et que depuis, je passe des composants d'un PC au serveur à l'autre. Et du coup, j'ai gardé la même plateforme. Après, même encore maintenant, c'est toujours une plateforme qui est vraiment performante. Et en plus, ça coûte quand même moins cher que de la M5 ou les dernières sorties de chez Intel. On commence par le processeur, c'est un AMD Ryzen 5600G, donc avec 6 cœurs et 12 threads, 12 threads, hein, et surtout les graphiques intégrés au processeur. La carte mère, c'est une ASRock, que je dise pas de bêtises, une B450 Pro 4, une petite carte mère en format complet, mais avec un chipset assez milieu de gamme. Après, j'ai la RAM en 2 fois 32 Go de RAM pour faire un total de 64. J'ai l'alimentation qui est une petite alimentation ITX de 450 watts par Corsair. Derrière, on a le boîtier qui est un Fractal Define R4, un peu orienté serveur. Et la dernière petite chose s'appelle une IC Box, que je dise pas de bêtises, une FlexiDock MB024 SP-B pour mettre 4 disques durs de 2,5 pouces dans une baie de 5,25 pouces, là les grosses baies qu'il y a en haut du boîtier. Je continue avec les extensions et les cartes PCI Express. La première, c'est une carte PCI Express vers 4 NVMe qui se branche sur le slot 16X de la carte graphique. La deuxième, c'est une petite carte PCI Express toujours vers 4 SATA qui me permet de brancher des disques durs en plus. Et la troisième, la dernière, c'est une carte réseau qui me donne le 2,5 gigabits. Et pour finir, les disques que j'utilise. J'ai 5 HDD de 6 Tera pour tout ce qui est gros fichiers. J'ai 3 NVMe qui sont là pour tout ce qui est photos, fichiers que j'utilise régulièrement et les vidéos que je peux éditer. J'ai 2 SSD en SATA pour mon boot, pour TrueNAS. J'ai ensuite un seul SSD qui me sert un peu de disque poubelle pour tout ce qui est ISO Linux, etc. Et ensuite, les deux derniers que j'ai, ces deux NVMe qui me servent pour tout ce qui est Docker et machine virtuelle. Le processeur, c'est le 5600G de chez AMD. C'est en fait le troisième processeur qui passe par mon serveur. Le premier était un 3400G et le deuxième un 3700X. Et le 5600G, il est vraiment suffisamment puissant pour tout ce que je lui lance, que ce soit les Docker, les VM et même Agent DVR, qui est un petit peu costaud sur les flux vidéo. Et il a un iGPU intégré, le 5600G. Ça veut dire qu'il a une partie graphique qui est directement intégrée au processeur. Ça, pour moi, c'est devenu indispensable, parce que déjà, ça permet d'aller dans le BIOS sans avoir à rebrancher une carte graphique, etc. Et ça permet quand même d'avoir un traitement graphique, donc pour les flux vidéo, pour les transcodes, etc., qui est quand même vachement moins gourmand qu'une GPU dédiée. Le 5600G fait partie de la série 5000 qui est plus récente que la série des 3000 et ça vraiment je l'ai vu quand je suis passé du 3700X au 5600G, j'ai gagné quasiment 10 watts de consommation, ce qui est assez énorme pour un processeur qui est équivalent. Il est un petit peu moins de cœur, mais je l'ai pas senti du tout la différence dans l'utilisation. Par contre, je l'ai senti sur la facture d'électricité. Pour sortir un peu de ma config et élargir un peu, globalement, n'importe quel processeur de ces 10 dernières années pourra gérer un NAS, voire un petit serveur multimédia. Faut savoir juste que plus on remonte dans le temps, moins le rapport efficacité-consommation va être intéressant. Vous allez avoir des processeurs qui vont consommer autant que des processeurs récents, mais qui vont être bien moins performants. Donc en résumé, moi je conseille Ryzen AM4 parce que c'est moins cher, plutôt la série 5000 que la série 3000 pour la consommation, mais franchement la série 3000 se débrouille encore très bien. Si vous voulez vraiment une config purement NAS serveur de fichiers, regardez les petites boards AliExpress avec des N100, N150, toute cette série-là, ça marche vraiment bien, ça consomme quasiment que dalle et c'est vraiment pas cher. Et pour tout ce qui est serveur plutôt multimédia, c'est vrai que les puces Intel ont une
partie de transcodage QuickSync qui est quand même beaucoup plus efficace que celle de AMD, bien que AMD fasse le taf. Pour la carte mère, moi j'avais choisi la ASRock B450 Pro 4 parce que à l'époque c'était celle que j'avais trouvée pour une centaine d'euros, pas trop cher, et elle avait 6 ports SATA et un format complet, donc avec pas mal de ports PCI. C'est une carte qui marche très bien, simplement avec toutes les cartes mères, vous allez voir, il y a des petites gruges, il y a toujours des petites lignes qu'il faut lire dans la doc. Et pour ça, je vous donne quelques exemples qui m'ont fait un peu galérer de mon côté. Premier exemple avec les processeurs, j'ai appris que les Ryzen 3000G, donc avec la puce graphique, étaient en fait basés sur l'architecture des Ryzen 2000 de la génération d'avant. Et donc, il n'y avait pas toutes les options RAM de vitesse qu'on pouvait avoir sur les vrais Ryzen 3000. Deuxième exemple, auquel je m'y attendais pas et que j'ai même pas retrouvé dans la doc, c'est concernant la bifurcation. C'est-à-dire la bifurcation, c'est quand on prend le port PCI de 16X et qu'on le découpe en plusieurs parties pour notamment, dans mon cas, pouvoir brancher 4 NVMe. Donc on le découpe en 4 fois 4 ports, et comme ça on peut brancher 4 NVMe sur le port 16X. Et bah, avec mon 3700X, qui est un Ryzen 7, j'ai eu aucun problème à bifurquer en 4 par 4 par 4 par 4. Par contre, avec le 5600G, et bah, j'avais que le 8 par 4 par 4 qui était disponible, et pas le 4 par 4 par 4 par 4. Donc pour ça, faites attention, parce que si vous prévoyez votre config pour avoir les 4 NVMe, et bah, t'es bien niqué. La troisième feinte sur laquelle je me suis fait avoir sur cette carte mère, comme sur plein d'autres, c'est le partage des lignes par les différents ports. Chez moi, le premier port M.2, quand il y a un NVMe dedans, en fait, ça désactive le port PCIe 4. Et même chose pour le deuxième port NVMe, le deuxième port M.2, quand il est branché, et bah ça désactive 2 ports SATA. Donc quand ils disent qu'il y a 6 SATA et 2 ports M.2, c'est pas tout à fait vrai, faut vraiment lire entre les lignes. Donc, conclusion, lisez la doc, généralement il y a tout dedans, vraiment, parce que sinon vous allez passer des soirées de pétage de câbles et de jurons. Pour les conseils en dehors de ma config, regardez encore une fois les boards AliExpress, parce que généralement elles sont vraiment faites pour les NAS, donc il y a des ports M.2, il y a des ports SATA, et vraiment le processeur est taillé pour ça, il consomme peu, et ça marche vraiment très bien. Pour un serveur un peu plus costaud à fabriquer soi-même, visez des cartes mères des grands constructeurs, Asus, MSI, ASRock, Gigabyte, comme ça c'est vraiment du fiable et du sûr, surtout en occasion. Et la deuxième chose, vous pouvez prendre un chipset de milieu de gamme B450 ou B550, ça suffit largement. Regardez le nombre de ports PCIe en fonction de ce que vous voulez et de ports SATA. Dernier point sur les cartes mères gamer, ça rajoute du RGB ou des VRM de brutasse et franchement on n'en a pas besoin donc on s'en tape. Sauf si tu veux gratter des points sur Reddit, mais ça je juge pas. On va parler de la RAM. Pour Tronas, c'est pas difficile, plus il y en a, mieux c'est. Moi, je suis à 64 Go. À l'époque, la DDR4, c'était vraiment pas cher, donc voilà, j'avais pas trop hésité. Maintenant, ça commence un petit peu à douiller et ça augmente. On entend souvent parler de la règle de 1 Go de RAM pour 1 Tera de stockage. En vrai, c'est vraiment dépassé maintenant pour les systèmes actuels. On va dire qu'à partir de 8 ou 16 Go, ça tourne très bien, et plus il y en a, mieux c'est, puisque ZFS va mettre en cache tous vos fichiers dans la RAM. Pour le débat ECC, pas ECC, oui, ça réduit les erreurs mémoire. Sur un serveur, c'est vraiment bien. En plus, chez AMD, les chipsets B450, B550 peuvent l'accepter de base. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, pour un NAS personnel, moi, je pense que c'est pas indispensable. Mais forcément, quelqu'un qui a perdu des données à cause d'une corruption de mémoire vous dira le contraire. Et la carte graphique. La carte graphique, franchement, dans un serveur, ça sert à rien. C'est juste pour ces poseurs de gamers là qui veulent du RGB, franchement, une LED, ça sert à indiquer le trafic sur le port RJ45. C'est tout. Voilà. En vrai, si t'as vraiment besoin d'une carte graphique pour transcoder des flux vidéo qui doivent sortir de chez toi, je peux accepter qu'il y ait une carte graphique dans ta config. Mais attention, hein. Et maintenant, la LIM. En fait, un serveur, ça consomme vachement moins qu'un PC gamer. Le mien, par exemple, en pic, au démarrage, il va taper autour de 150-170 watts, et au repos, il va être autour de 40 watts. Donc, une petite Alim 450 watts, certifiée Gold ou Platinum, ça suffit large.
L'important, en fait, c'est l'efficacité de l'alimentation sous la barre des 100 watts. Alors évidemment, comme les alims sont plutôt calibrés pour des configs gamers, c'est un peu plus difficile à trouver. Mais pour ça, je vous ai mis deux liens dans la description. Un vers un tableau Excel fait par Wolfgang Channel qui a regroupé plein d'alimentations avec leur efficacité en dessous des 100 watts. Et le deuxième lien, c'est vers le LTT Labs qui référence sur son site, pareil, plein d'alimentations avec les graphes et vous pourrez aller essayer de trouver les alimentations que vous voulez là-dedans pour voir si elles sont vraiment efficaces dans cette zone-là. Mes trois conseils pour cette catégorie-là, le premier, viser la plus petite puissance possible, 450 watts, 500 watts, c'est nickel. Deuxième conseil, je l'ai oublié. Et le deuxième conseil, prenez une grande marque, sauf si vous êtes pyromane. Troisième conseil, en occasion, si vous trouvez des alimentations modulaires, il n'y a pas de standard sur ce type de branchement. Donc les câbles d'une marque ne sont pas forcément compatibles avec l'alimentation d'une autre marque. Et ça, c'est la carte mère qui déguste et qui crame. Pour le boîtier, moi je voulais un boîtier assez gros pour que j'ai la place de mettre tous les composants dedans et surtout de mettre pas mal de disques. Pour ça, les fractales sont vachement bien. Moi j'ai chopé un Define R4 à côté de chez moi pour pas trop cher, il était en bon état et franchement c'était un bon deal. Et j'ai ajouté une IC-Box FlexiDock MB024 SP-B pour ajouter 4 SSD de 2,5 pouces avec une seule alim et qu'on peut hot swap comme ça, même s'il ne faut pas trop le faire parce que je ne sais pas si c'est bien de donner ce conseil. Côté conseil, si vous avez la place, prenez un boîtier assez spacieux pour avoir la place de bricoler dedans et surtout avec un bon airflow, ça permet moins de chauffe et du coup d'avoir des ventilateurs qui tournent plus lentement et donc ça fait moins de bruit, donc c'est tout bénef. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus réduit, il y a des marques comme Jonesbo ou Fractal encore qui font des boîtiers dédiés NAS qui sont plus compacts. Attention parce qu'il y a des compromis sur le nombre de disques et sur l'architecture, mais ça marche vraiment bien et il y a des trucs vraiment sympas qui sont faits pour des petites configs qui ont une bonne gueule. Rajouter des cartes PCI Express, c'est vraiment ce qui vous permet de personnaliser votre serveur ou de l'upgrader. Ça rajoute des options que vous n'aviez pas forcément au départ sur votre carte mère en fonction de vos besoins. Pour moi, l'upgrade la plus importante que j'ai pu faire, c'était la carte réseau, que j'ai upgradé, j'avais 1 gigabit, et je l'ai passé, grâce à la carte, en 2,5 gigabits. Alors, faut bien passer tout le réseau, c'est-à-dire le switch, j'ai aussi la Freebox qui est en 2,5, mais du coup, ça me permet d'avoir accès à mon serveur beaucoup plus rapidement. Je peux monter les vidéos directement dessus, et j'ai même du transfert de fichiers à environ 250 MO par seconde. J'ai rajouté en plus la fameuse carte qui me permettrait d'avoir 4 NVMe en plus des 2 de la carte mère sur le port PCIe 16X qui est normalement celui réservé à la carte graphique, mais à cause de mon processeur qui n'est qu'un Ryzen 5, je n'ai que la bifurcation en 8 par 4 par 4 et donc je n'ai que 3 NVMe en plus sur cette carte. Et la dernière carte que j'ai rajoutée, c'est une petite carte qui me donne 4 SATA sur un port PCIe. Donc c'est très pratique. Il en existe plein avec plus de ports de ces petites cartes-là, mais il faut vraiment faire attention parce qu'il va y avoir des limites de débit en fonction du contrôleur, de votre version du port PCIe, etc. ou même de vos disques. Donc faites vraiment attention à ça pour pas être limité. Et le meilleur, pour la fin, on va enfin parler des disques. Et donc je vais distinguer 3 familles de disques. La première, les HDD branchés en SATA. Ce sont des gros volumes, ça coûte à peu près 100 € les 4 Tera, et c'est fait pour les gros fichiers, les sauvegardes froides, etc. C'est grand, mais c'est lent. La deuxième catégorie, ça va être les SSD NVMe. C'est des disques hyper rapides avec un accès quasiment instantané aux données. C'est vraiment idéal pour tout ce qui est Docker, VM, parce que ça va vraiment accélérer la réactivité du serveur. Et en plus, ça se branche directement sur le port, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas de câble, c'est moins de bordel dans le boîtier. La troisième catégorie, ça va être les SSD SATA. C'est un peu le compromis entre les deux, c'est beaucoup plus rapide que des HDD standards, mais c'est beaucoup moins performant que des NVMe. Moi, je m'en sers par exemple pour les flux de caméra surveillance, ça permet d'avoir accès très rapidement aux fichiers et ça se supprime régulièrement, donc j'ai pas besoin d'avoir de gros volumes. Je m'en sers aussi comme
comme disque tampon quand je fais du torrent sur des ISO Linux. Ça me permet d'enregistrer d'abord sur le SSD et puis après je le transfère sur le HDD si j'ai besoin. Ça peut être aussi des disques de cache par exemple. Mais aujourd'hui, le prix au giga des SSD SATA est vraiment pas intéressant par rapport au SSD NVMe, c'est presque plus cher et c'est moins performant. Donc à voir en fonction de vos cas d'utilisation. Donc dans ma config, j'ai quand même 13 disques, ça peut faire beaucoup, mais il faut voir que beaucoup sont des disques de parité. Alors ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. C'est une manière de sécuriser les données avec des disques qui sont redondants. En conclusion rapide, pour un NAS de stockage, prenez des HDD en SATA, généralement ça suffit. Prenez des CMR et éventuellement, pourquoi pas, du SSD pour faire du cache. Si vous voulez des Docker ou des VM, prenez absolument du SSD, voire du NVMe. Vous allez voir, c'est vachement plus confortable. Et pour l'OS et le reste, prenez du SSD en SATA, ça suffit. En résumé, en fait, il y a 3 questions à vous poser avant d'attaquer votre premier serveur. La première, c'est quelle utilisation? Est-ce que ça va être juste être un NAS pour du fichier? Est-ce que vous voulez tenter de commencer à faire du Docker? Ça va être un serveur plutôt multimédia avec un serveur domotique. Ça va changer le niveau de performance que vous allez viser. La deuxième question, c'est de savoir si c'est un projet plutôt pour le fun, pour le bricolage, ou si vous allez vraiment dépendre de ce serveur-là. Ça va aussi changer le niveau de fiabilité que vous allez en attendre et la redondance des disques. Et le troisième question à se poser, évidemment, c'est le budget et aussi la taille que vous pouvez donner à ce serveur. Un petit serveur compact aura pas les mêmes capacités et les mêmes évolutivités qu'un serveur dans une tour en pleine taille. Avec ça, vous aurez déjà une bonne idée de savoir vers quel matériel... Une bonne idée de savoir vers quel matériel? Et bien sûr, si vous avez des questions, si j'ai oublié un truc ou si j'ai dit une connerie, n'hésitez pas à me le dire, je répondrai avec un plaisir non dissimulé à toutes vos élucubrations, qu'elles soient pertinentes ou non. À la prochaine, ciao! On va le faire en mode ASMR. Abonne-toi.